pour la transition, Flo, puisque comme tu l'as dit, on va voir contre Caen comment on va faire sans Bamba. GF 38 Caen, pareil, je vais faire un peu, je vais poser un peu l'historique, si on peut employer ce mot-là, de ce match, et notamment le constat du nombre d'absents encore pour ce match. Alors le groupe n'est pas encore tombé, hein, sauf si s'il est tombé pendant qu'on était en live, mais je ne crois pas. C'est encore un peu tôt pour qu'il tombe. Ce matin, lors de la conférence de presse, il a été confirmé que Bamba serait absent, déjà pour la réception de Caen. Il a aussi été fait état des absences que j'oublie personne de Loïc Nestor, d'Alex Gersbach et d'Amin Sbahi. Sbahi, pardon, c'est bien Sbahi, hein, c'est pas Sbahi, renseignement pris. Donc on dit bien Amin Sbahi, qui sera donc pas là. En revanche, Jordan Tell devrait être présent, même s'il pas à 100%. Et a priori, il y a aussi une chance de voir Tchapchet et Perez qui ont repris l'entraînement cette semaine. Donc voilà un peu pour l'état des troupes. Ça fait quand même beaucoup d'absents, et notamment beaucoup d'absents sur le plan offensif ou de joueurs pas à 100%. Et notamment l'absence du joueur clé, tu le disais Flo juste avant, Bamba, Abdoulaye Sanyang, meilleur buteur du club, dynamiteur attitré pardon de ce GF38 là, et qui, j'allais dire, qui aimante les ballons, mais quelque part c'est un peu ça. Une petite stat sur le match contre le Paris FC. Bamba et Phaéton qui évoluaient dans le même registre mais pas du même côté. Bamba a touché plus de 2 fois le nombre de ballons de Phaéton, en fait. C'est-à-dire que systématiquement aujourd'hui, quand on est le GF38, on cherche Abdoulaye Sanyang. Alors avec raison, hein, parce que déjà, même s'il fait la différence qu'une fois sur cinq, il y a danger au bout. Il s'est encore créé deux grosses occasions samedi dernier contre le Paris FC. Mais c'est aussi le risque, en étant un peu trop caricatural, et tu le disais très bien Flo, de pas avoir de plan B finalement. Donc ce samedi, avant de parler éventuellement déjà de comment le GF38 va pouvoir évoluer compte tenu de tous les absents et de donner une compo possible, comment est-ce que tu envisages, toi, la vie sans Bamba, d'une part, et j'aurais envie de rajouter sans Amin Sbaï, parce qu'on est sur un profil un peu dynamiteur de joueurs capables de faire la différence tout seul. Aujourd'hui, le GF38, enfin demain, le GF38 va être privé de ces deux profils-là. Comment faire sans finalement, Flo? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour collectivement, du coup, compenser ces manques-là? Bonne nouvelle, c'est que on a quand même un très bon joueur en attaque qui est Pape Saba et qui est très intelligent dans son placement, ses appels de balles, autres. Donc on pourra beaucoup s'appuyer là-dessus. On s'en est quand même aussi beaucoup appuyé sur les derniers matchs et à chaque fois qu'on a réussi à le trouver, quelque chose d'intéressant s'est produit. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il est un peu isolé, donc il faudra réussir à ne pas l'isoler complètement. Et dans ce fait-là, en fait, j'ai quand même beaucoup d'espoir sur une probable association entre Pape Saba et Correa, que je trouve intéressant quand il est proche de son attaquant et qu'il est un peu en électron libre autour de son attaquant. Donc je verrai pourquoi pas une association de ces deux-là en phase offensive avec un Correa qui serait en support d'un Meissaba et qui l'empêcherait donc d'être trop isolé. C'est comme ça que je verrai les choses. Tu le Avec, mettrais dans un 4-2-3-1, pardon, ou tu rebasculerais sur un 5-3-2 dans ce non, système-là? ah oui, ouais, donc on partirait sur un 5-3-2, on va dire, avec un Correa du coup D'accord. et un Pape Saba en pointe, ouais. Ça me paraîtrait être la solution la plus adaptée sous Oignon. Moi, honnêtement, Avec si un j'étais en... Jordan Tell, du coup, un peu en réserve de Joris Correa, parce que je serais très curieux, moi, dans ce système-là, de voir comment Jordan Tell pourrait, qui est plutôt un attaquant axial, hein, qui joue sur un côté plus pas pour dépanner, il l'avait fait à Clermont aussi, mais je pense qu'il préfère évoluer dans l'axe. Je serais curieux de voir l'association aussi Meissaba, Jordan Tell dans l'axe. Sur le match au Havre, hein, où Jordan Tell, qui jouait sur un côté, avait souvent réaxé dans son jeu pour combiner avec Meissaba, et ça avait donné, dès la première journée de Ligue 2, deux, trois situations intéressantes. Donc ce que tu dis sur Correa, en fait, je le pense aussi moi pour tel, donc ça pourrait effectivement plutôt être intéressant de rebasculer sur un 5-3-2. Donc plutôt toi un 5-3-2 avec Correa qui tournerait un peu autour. Puisqu'on est dans le système de jeu, tu mettrais Ngando du coup avec qui au milieu du terrain? Parce que Ngando, on part du principe que tout le monde va le mettre titulaire, hein, de toute façon, un peu de surprise à Ouais, ce bah oui. sujet-là. Juste pour rebondir sur tel, en fait, la raison pour laquelle je ne le mets pas, c'est qu'il n'est pas à 100% et que je le Oui. verrai plus en sortie de banc, en fait, aujourd'hui. Sinon, oui, il aurait sa place devant Correa. Et évidemment, si on joue en 5-3-2, du coup, donc on aurait Ngando au milieu de terrain, associé avec un Bambok, par exemple, Ouais. donc dans son rôle de relayeur, qui ferait le lien, je l'espère, entre
la défense et l'attaque, comme il peut très bien le faire. Mais le souci, c'est qu'on le trouve, je trouve, pas assez encore aujourd'hui. Et il faudrait s'appuyer davantage sur lui si on voudrait faire quelque chose de cohérent contre Caen. Et le troisième du milieu, du coup, tu remets Flo Michel, tu mets un Manu Pérez s'il a 100%, tu remets Jacob Geno. Alors, je ne mettrai pas Jacob Geno, je citerai entre Michel et Pérez. Moi, le cœur irait pour Michel, bien sûr. Je trouve qu'une association entre Ngando et Michel est vraiment très intéressante. Euh, je ne sais pas ce que veut faire Ognon. Pérez, quand même, donne des restes pour être intéressant s'il retrouve le niveau dont on attend de lui. Ce n'est pas encore le cas, donc à la méritocratie, je mettrai Flomich sur les matchs que j'ai vus, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'entraînement. Donc peut-être que Pérez a plus montré ce. Et une Voilà. Donc association pour toi, Pérez-Michel ou Pérez-Geno d'ailleurs, c'est plus compliqué. Il y a besoin d'un profil un peu plus physique, même si ce terme lui convient pas forcément au final très bien à la Bambock. Ou est-ce qu'un Pérez un peu plus dans le rôle de Bambock du coup et un Michel dans le rôle de Michel, ça pourrait le faire associer Ngando au milieu? ça pourrait le faire. Peut-être contre Caen, ça pourrait le faire, puisque j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de blessés au milieu. Donc, en Oui. effet, ça peut être intéressant d'avoir un Pérez-Michel, en effet, ou un Pérez-Ngando. Contre d'autres équipes de Ligue 2, en fait, j'aurais un peu plus de mal, puisque je trouve que Pérez doit être protégé, on va dire, à chaque fois sur ce genre de match-là, parce que quand il se retrouve un peu exposé, il a tendance à perdre pied et à faire des erreurs individuelles qui nous coûtent beaucoup. Donc, c'est pour ça que de manière générale, je préfère l'associer à un profil entre guillemets type physique, justement pour éviter qu'il se retrouve un peu trop exposé, qu'il soit couvert si jamais il y a des espaces dans son dos ou devant lui. Nous, pour moi, un Pérez peut être intéressant effectivement si physiquement il est opérationnel. C'est que Ngando, sur les derniers matchs, propose beaucoup pour moi. J'ai l'impression qu'il a toujours un petit temps d'avance, mais qu'il a beaucoup de mal à être servi. C'est-à-dire qu'il fait à chaque fois lui les efforts pour bien se positionner, pour être face au jeu, pour être face aux passeurs, etc. Mais que ses coéquipiers, et notamment Bambok, tu le disais, mais aussi les défenseurs, ont du mal à le trouver en fait. Là où un Pérez, il a cette qualité technique-là pour éventuellement mettre déjà Axel Ngando dans de bonnes dispositions et ce petit temps d'avance qu'on peut gagner à ce moment-là, Ngondo, lui, je sais qu'il va le mettre à profit pour trouver ses attaquants derrière. Donc, un Pérez à 100%, pour moi, il doit être titularisé au moins pour tester, pour voir ce que ça donne. Après, avec qui, ça, c'est une autre question. Effectivement, ton analyse du côté protégé est intéressante. Et ton analyse sur les nombres d'absents au milieu de camp est intéressante aussi. Mais à voir, de toute façon, on verra sur le groupe déjà qui est pris ou qui n'est pas pris, hein. On n'a pas parlé de Touré aussi, hein, d'ailleurs, qui peut tout à fait être un remplaçant crédible à Bambok, même si physiquement il est pas très grand, il a l'air très puissant et je pense que lui, il a une qualité technique peut-être un peu au-dessus. Mais finalement, les options, c'est pas des options qui s'imposent naturellement à 100%, mais il y a quand même un certain nombre d'options malgré les absents et les blessés pour Vincent Ognon sur ce match-là. Donc en gros, pour résumer, hein, la vie sans Bamba, c'est pour toi, et je te rejoins dans cet avis-là, c'est clairement s'appuyer sur les qualités d'un Meïsaba. Ça doit être l'attaquant qui en plus a une vraie dimension collective, je trouve. Il est capable de faire briller ses coéquipiers. Il l'a encore montré avec la passe décisive pour Bamba contre le Paris FC. On doit s'appuyer sur les qualités de Meïsaba aujourd'hui et en faire l'élément central de l'animation offensive. Voilà, c'est ça. Et juste voilà, parce que là, quand on parle un peu de Pérez, ça me rappelle des choses que je regrette de ne plus voir, en fait, qu'on voyait très bien sous Winsberger. C'est qu'à l'époque, sous Winsberger, on jouait en défense à 4, mais on avait un milieu de terrain, un relanceur qui était donc à l'époque soit Pérez, soit notre Mm. ami On a eu Charles Piquel, Sanoussi, Charles Piquel aussi, oui, oui, on a eu des très très bons milieux de terrain à ce niveau-là, oui. qui est en fait en phase de relance, revenait au niveau de la défense et venait créer une ligne de Oui. 3 dans la défense pour être le Oui. premier fer de lance et le premier fer de la relance. On n'a jamais vu ça depuis. Pérez l'a bien Alors, fait contre le Havre, ça, effectivement. Il venait s'intercaler entre ces deux défenseurs centraux, effectivement, ce qui oblige aussi les attaquants ou les milieux adverses pardon, à sortir un peu plus et ce qui libère un peu d'espace dans le cœur du jeu aussi. Je te rejoins tout à fait. Et ça, pour moi, Pérez, il est vraiment très adapté en fait à ce registre-là, à venir glisser sur les relances entre ces deux centraux pour offrir des solutions supplémentaires. Ouais. donc c'est pour ça que j'aimerais avoir un 4-3-3, honnêtement, mais je pense qu'Oignon repartira sur un 3-5-2. Sachant que un des arguments du 5-3-2 ou 3-5-2, peu importe comment vous voulez l'appeler, pour Vincent Ognon, c'était le fait qu'il avait peu d'attaquants à disposition et que donc pour pouvoir garder des attaquants un peu frais, pour faire rentrer des attaquants un peu frais, il en laissait que deux en fait. Et là, il y a ni Bamba ni Sbaï, et il y a Tel qui est pas à 100%, qui pourra sans doute pas faire 90 minutes.
ça laisse plutôt indiquer effectivement qu'on repasse à deux devant pour se conserver quelques options fraîcheur sur le banc. Par contre, le problème, si on joue en 3-5-2, c'est que Loïc Nestor sera absent. Flo, est-ce que c'est le moment de lancer Mamadou Diarra? Moi, je le dis tout de suite, pour moi, c'est oui, hein. Mamadou Diarra, pour moi, c'est titulaire ce samedi. S'il était dans le groupe la semaine dernière, c'est qu'il était jugé apte à pouvoir rentrer. Donc, pour moi, physiquement, c'est qu'il a, même si sa reprise a été très récente, c'est qu'il est apte. Comment est-ce que tu vois un peu la composition derrière pour ce match, hein? Ah, dans ce cas-là, oui, ça, on va partir là-dessus. On va partir sur une défense à 3 qui sera composée de. Oula, donc excuse-moi, de Je Tchatchet, sais pas. Chat, hein. D'accord. Monfray et de. Oui, oui, je sais pas pourquoi je pensais à autre chose à côté, et du coup, ça m'a perturbé. Donc, de Tchatchet, de Monfray et Diarra, puisque Diarra Ouais. est arrivé depuis bientôt 2 semaines, et je pense qu'il est en mesure d'être adapté au collectif, et surtout que on ne demande pas des choses très pointues tactiquement, donc je ne vois aucune raison sur le fait qu'il aurait besoin de plus de temps d'adaptation. Et après, sur les côtés, bah, tu fais avec ce que tu as, donc Gaspard à droite et puis Paquet à gauche, hein, tout simplement. Ouais, salut à Jojo le boulanger. N'hésitez pas à nous donner votre compo, d'ailleurs, votre compo possible pour le match de demain. Ouais, tu l'as dit, Gaspard à droite et Paquiez à gauche, parce que Gaspard revient de suspension, donc il sera bien apte a Mhm. priori demain, sauf si blessure lors de la dernière séance du jour. Et Paquez, parce que Gersbach, lui, est pas encore suspendu, il sera suspendu la prochaine journée à Saint-Étienne, mais il était annoncé blessé par son entraîneur ce matin. Donc ça nous mettrait, je crois que j'ai exactement la même compo que toi en fait Flo, donc tu me dis si on est d'accord sur tout. Brice Moglu dans les cages, on est d'accord. Cinq Mhm. défenseurs de droite à gauche, Jordi Gaspard, hein, Adrien Monfray à droite, du coup, parce que je sais pas si Mamadou Diarra est plutôt axe droit, axe gauche, ça serait intéressant de vérifier ça. Donc Adrien Monfray à droite, Mamadou Diarra dans l'axe et Alan Chepchet à gauche s'il est apte. Je sais pas où on est Loris Neri, visiblement le coach en a pas parlé ce matin lors de la conf de presse, donc est-ce qu'il est de retour, pas de retour? Je sais qu'il était absent la semaine dernière, enfin il était absent la semaine dernière contre le Paris FC. Et Paquiez à gauche, de toute façon, on n'a pas 150 possibilités puisque Gersbach n'est pas là. Au milieu, donc on partirait sur Bambok, Flo Michel ou Pérez selon l'état de Manu Pérez, qui a repris en tout début de semaine l'entraînement complet, mais qui avait manqué les deux, trois dernières semaines pour un problème de tendon, un problème de tendon, point. Et Axel Ngando, du coup, un peu plus devant. Et les deux de devant, moi, je tenterais plutôt Tel tout de suite avec Meissaba, et toi, tu mettrais Correa avec Meissaba, sachant qu'on a aussi Mathias Phaéton qui, lui, sera apte à jouer. Donc, on est plutôt sur ce type-là de compo, hein, Flo, on est d'accord. Ah, c'est la compo probable. Je partirais sur autre chose personnellement, mais en termes de probabilité, c'est ce qu'on a le plus de chances de voir. Je suis en train Alors, de voir du coup donne-nous ta pour. compo sur laquelle tu partirais. C'est ça, c'est ce qui est intéressant aussi de pouvoir donner ces petits Ah, avis, même si c'est peu improbable au final. On verra ce que tu nous proposes, mais c'est intéressant de voir sur quoi tu partirais. juste brièvement, du coup, pour Mohamed Diarra, il a tendance à jouer plus à droite, D'accord. mais il peut dépanner aussi sur le côté gauche, de ce que je vois sur Transfermarkt. Donc, D'accord. sinon, moi, idéalement, ça serait, on partirait évidemment sur un 4-3-3, hein, qui serait donc double dans les cages. À droite, on mettrait Gaspard, deux centraux qui seraient Monfray et Chapchet, ou alors Monfray et Diarra, suivant la forme et puis ce que veut Vincent Agnon. À gauche, Paquier. En 6, Pérez, qui reviendrait, donc du coup, comme on a parlé, refaire la relance et les Ouais. circuits de passe, lancer les joueurs. Et puis les deux milieux que de terrain, ça serait juste Ngando et Michel, on va dire. Je me passerai de Bambok, puisque avec un camp qui a des faiblesses au milieu de terrain, en fait, profiter de deux joueurs qui ont une science du jeu et une technique intéressante pourrait nous permettre de prendre le dessus sur le milieu de terrain en Oui. fait de Caen. Donc c'est pour ça que je partirai là-dessus. Et après les trois devant, donc du coup tu aurais Meissaba en pointe, je mettrais Correa à droite et puis à gauche Phaéton, avec une animation en fait où les Phaéton et Correa pourraient permuter durant tout le match et se rapprocher donc de Meissaba pour ne pas trop l'isoler durant les phases de jeu. Et tu garderais du coup un peu en réserve sur le banc Jordan Tell, c'est ça? Le petit Ocardi hein, C'est qui fait ça. toujours des rentrées pleines, qui peut, pour moi, qui peut complètement dépanner 15-20 minutes s'il y a besoin, fin de match, etc., qui permettrait de faire souffler éventuellement quelqu'un.
pourrait du coup peut-être pour remplacer Ngando. Le problème avec Ngando, alors on verra si demain il me fait mentir, mais j'ai l'impression que pour qu'il joue 90 minutes de suite, on va devoir encore attendre un peu. Il dure de plus en plus longtemps. Je crois que c'était quoi, 70e quand il est sorti la semaine dernière ou 80e, je sais plus la zone, la minute précise de sa sortie, mais il a du mal à tenir 90 minutes. Et en mettant Correa en fait d'entrée, pour moi, on se prive déjà d'une solution de remplacement de Ngando si Ngando peut pas tenir les 90 minutes. Sachant qu'on peut faire jouer Touré, mais j'aime pas trop en 10, et qu'après, derrière, malheureusement, on n'a plus, d'où peut-être une erreur de recrutement. Peut-être Flo da Silva, je sais pas si les dirigeants grenoblois nous écoutent. Flo da Silva est disponible, messieurs les dirigeants grenoblois. Ça pourrait être une bonne idée. En plus, il appartient plus à l'OL puisqu'il a rompu son contrat, donc ça serait pas un prêt et vous seriez très content derrière de pas avoir à le rendre à l'OL. Mais il y a un vrai manque, je trouve, moi, pour une vraie doublure, en fait, à Ngando et qu'on bricole, en fait, sur ce poste un peu de milieu offensif, hein. Il y a un joueur qui attire mon attention et qui serait peut-être pas prêt aujourd'hui, mais plus tard, c'est Yame Ogo, qui a été, je Ouais, trouve, assez intéressant malgré quelques oui, erreurs lors de sa rentrée contre le Havre. Mais je trouve qu'il a une lecture du jeu très intéressante. D'ailleurs, il est à l'origine du troisième but qu'on met. oui. Donc, Son ouverture était magnifique, potentiellement, oui, tout à fait. c'est ça, exactement. Donc potentiellement, pourquoi ne pas l'avoir lui positionné en termes de 8-10 pour faire le lien entre la défense et l'attaque, puisque malheureusement, on l'a vu, il s'est un peu fait avoir naïvement sur le penalty et c'est Oui. lui qui vient créer la faute. Donc le mettre plus haut sur le terrain pourrait justement le Il est protéger pas, par rapport à il a ça. pas un physique de 8-10, hein, il a un physique de déménageur, mais effectivement, son ouverture, elle était magnifique et je te rejoins, et c'est aussi lui qui est coupable sur le penalty concédé contre Nîmes. Après, ça reste un très très jeune joueur, donc quelques minutes par-ci par-là, pourquoi pas. J'ai plus de mal à l'envisager vraiment. Après, là, tu l'envisages comme un remplaçant à Ngando. Après, on peut aussi changer Voilà. de système en cours de route, hein, si tout se passe bien avec une équipe qui fait le travail pendant 1 h 70 minutes. Remplacer Ngando par un profil un peu plus défensif et rebasculer sur deux attaquants, par exemple, devant, c'est aussi des choses qui sont envisageables. Ce qui est intéressant avec l'effectif grenoblois, c'est qu'il me semble plutôt malléable en termes de polyvalence, notamment sur les mecs de devant, en fait, hein, qui peuvent, un Correa, tu vois, typiquement, il peut jouer 10, il peut jouer sur un côté, il peut jouer deuxième attaquant, il a cette capacité à pouvoir avoir plusieurs rôles, hein. Je Complètement, ouais. vais juste faire un petit point sur ce que vous nous proposez dans le chat. Jojo nous dit défenseur gauche, Paquez. Tchep et Nestor ne sera pas là, Jojo. Il est annoncé forfait pour le match, hein. Défenseur droit, Gaspard. Milieu def, Ngando. Ah non, il est blessé, Nestor. Bah, tu vois, tu nous le dis tout de suite. Donc, Monfrey à la place de Nestor, d'accord. Milieu défensif, Ngando, Bambok. Milieu offensif, Michel. J'aurais bien aimé voir Michel dans le rôle de Géno samedi dernier, là, dans ce 4-1, 4-1 avec un deuxième milieu au niveau de Ngando. Je sais pas ce que t'en penses, toi, tu me diras juste après. Tel à gauche, et le jeune qui est rentré face au PFC, donc ça c'est Ocardi, et en pointe Meïssaba. Ou Corée à droite, ouais, donc bah, tu nous rejoins un peu dans nos compos. J'aurais également très envie de voir Ocardi titulaire, nous dit Guillaume, directement à droite. Alors pareil, pour moi, c'est jeune joueur, c'est plus 15-20 minutes pour l'instant, mais si le coach estime qu'il a cette capacité à enchaîner, en tout cas, il a un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Lui, au moins, tu sens qu'il triche pas et qu'il est là pour mouiller le maillot et pour se montrer. J'aime beaucoup le petit Ocardi. En rappelant aussi que la réserve commence son championnat dimanche, donc est-ce qu'on va pas le garder un peu en stock pour le laisser à la réserve, c'est à voir. Ocardi, tac tac tac, c'est vrai que tu m'as dit. Touré est un 6-8, ouais, c'est pas un 10, hein, clairement, hein, contre Bordeaux, ça avait été catastrophique pour moi, Touré en 10. Et Da Silva, trop cher pour le club. Bah, trop cher, hein, c'est un mec de 19 ans qui a juste 6 mois en national. Il va pas non plus, va pas être casse-bonbon sur les salaires. Ouais, Flo, Michel à la place de Geno dans un registre très offensif. Qu'est-ce que tu en aurais pensé samedi dernier? C'était évident pour moi que ça devait Michel aurait dû jouer, puisque ce que demandait à Geno principalement, c'était juste de faire, de participer au pressing et de harceler le porteur de ballon, ce qui fait Oui, très très bien, Michel, beaucoup plus on est que Geno, je d'accord. trouve. Donc, Et Michel en j'ai pas possession du du tout ballon compris. à 25-30 mètres des buts adverses. Alors, on sait qu'il n'hésite pas, enfin qu'il n'hésite pas justement, qu'il hésite trop à frapper encore actuellement, qu'il faut qu'il le fasse plus. Par contre, en qualité de passe, on est sur un profil assez largement supérieur à Geno, surtout sur des petits périmètres, des choses comme ça. Donc on est Oui, d'accord, ça aurait été très intéressant d'avoir Michel dans ce registre-là. Euh, complètement. pour conclure, Kenyon Litchi pour Da Silva. Moi, je l'aime pas aussi, je l'aime pas tant que ça. Pas au point de lancer une Kenyon Litchi pour Da Silva. Ça reste un mec formé à l'OL, donc sur côté de base, hein, Flo Da Silva.
Mais si on peut l'avoir pour pas trop cher, et lui, il a tout intérêt en plus, hein, à s'engager dans un club de Ligue 2, se montrer et s'en servir de tremplin. Dans un registre remplaçant de Ngando, j'insiste, hein, pour moi, Flo da Silva, il a pas une carte titulaire parce qu'il a été formé à l'OL, hein, ça reste un jeune joueur qui a pas su s'imposer dans un effectif de Ligue 1. Mais pourquoi pas sur un profil un peu remplaçant début de saison, un peu comme Sbaï finalement, qui a des qualités, mais qu'il faut qu'il les démontre à un niveau au-dessus pour gagner du temps de jeu. Je dis pas non. Et pour conclure sur ce GF38 TSM Camp et sur ce live, une question un peu plus d'ordre général. Moi, ma crainte, Flo, comment l'exprimer de manière assez concise, c'est que les intentions intéressantes qu'on a montrées samedi dernier contre le Paris FC en première période, dont on a parlé lors de la première partie du podcast, elles se heurtent en fait au résultat et qu'aujourd'hui Vincent Ognon se dise bah finalement contre Bordeaux on n'a rien montré, on est resté à attendre mais on revient avec un point et là contre le Paris FC on a voulu jouer, on s'est cramé et on s'est fait donner la fessée en deuxième mi-temps. Conclusion, on va recommencer à faire ce qu'on a fait contre Bordeaux, contre Annecy. Ma crainte, elle est là, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as un peu dit tout à l'heure quand tu as parlé de la prolongation de Vincent Ognon, mais est-ce qu'on n'est pas voué finalement à avoir une équipe qui va jouer petit bras, tout simplement parce je sais pas si on a le droit de le dire sur Twitch, mais l'expression me fait à chaque fois beaucoup rire, parce qu'on fait cacamou en fait dès la huitième journée, dès la sixième journée, dès la quatrième journée, parce qu'on a peur d'une éventuelle relégation. Est-ce que la crainte, elle n'est pas là finalement? Ouais, complètement. Au-delà de Oignon, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette crainte, elle est partagée par les joueurs, puisque quand même, on va le rappeler, mais de nombreuses fois, Vincent Oignon a dit qu'il s'attendait à aller chercher l'adversaire plus haut, mais les joueurs ne l'ont pas fait. Donc j'ai l'impression que les joueurs sont aussi traumatisés par la saison passée et le manque de Oui. résultats qu'ils ont eu, d'où cette appréhension à aller chercher l'adversaire assez haut. Que déjà, d'une part, comme tu l'as dit, je pense que Vincent Ognon risque de revoir un peu ses principes. Mais en plus, il faut additionner à ça justement certains joueurs qui ont trop peur d'aller chercher l'adversaire haut et de perdre le match. Et ça va nous faire beaucoup défaut, car le traumatisme de la saison passée est encore beaucoup présent et partagé dans l'effectif. Enfin, c'est facile à dire pour nous, mais est-ce que lâchez-vous finalement, c'est pas le moment pour le faire, pour faire passer ce message, pardon. On n'est pas à la 30e journée, alors je sais qu'il y a des adeptes, un point est un point, que ça soit à la première ou à la 45e journée, mais est-ce qu'on est finalement pas, on n'a pas aujourd'hui cette chance d'avoir encore toute une saison devant nous et de pouvoir tenter des choses maintenant. Est-ce que c'est pas le message à faire passer, notamment du public? Alors je pense que le public grenoblois est en plus assez exigeant en matière de spectacle aujourd'hui, et que ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ça commence à être un peu partagé par le monde qui est au stade, et que cette phrase «lâchez-vous» doit être un peu le mantra des grenoblois, surtout face à une équipe de Caen qui est, alors je me rappelle plus du classement des Canets, je remets ça rapidement, qui est troisième du coup, qui fait plutôt pour moi partie des favoris à la montée cette saison en Ligue 1, voilà, qui a mangé un peu son pain noir ces deux dernières saisons, mais qui est resté stable, qui a un effectif de qualité. Est-ce que c'est pas le bon moment? Caen et Saint-Étienne, malgré les deux défaites de suite, j'ai bien conscience que ce malgré, c'est un très gros malgré, mais de dire aux Grenoblois, faites-vous plaisir à un moment donné, vous avez les qualités, vous avez un public derrière vous qui va vous pousser, il y aura le contexte derby pour le match à Saint-Étienne, voilà, qui est quand même assez fantastique avec le retour du public. Est-ce que c'est pas le moment pour que les Grenoblois se fassent vraiment plaisir et peut-être qu'il y aura une bonne surprise au bout? Sauf que tu oublies qu'après, il y a 2 matchs, il y a 2 semaines sans match, donc je pense que les joueurs ne voudront à tout prix éviter la troisième défaite d'affilée avant la trêve et d'avoir la tête qui cogite beaucoup trop durant ces 2 semaines. Donc on risque d'avoir des joueurs qui jouent avec un frein à main. Mais moi, j'ai envie justement d'aller dans le vestiaire et de leur faire un discours de motivation à base de vidéos YouTube, d'extraits de coach Carter ou de choses dans le genre pour leur dire de se motiver justement parce qu'ils ont toutes les qualités pour faire du très beau football. Il faut qu'ils croient en eux. Je crois en eux, moi personnellement. Je vois quand même une équipe de Ligue 2 qui est certes peut-être pas la meilleure, mais qui a des joueurs que beaucoup d'équipes de Ligue 2 voudraient avoir. Je vois un Pape Meissaba qui est un attaquant de classe vraiment dessus du lot et j'ai envie qu'on en profite. Je suis très frustré quand je vois le GF38 et il faut que les gars croient en eux parce qu'ils méritent de croire en eux pour justement qu'on passe cet échelon-là et qu'on arrive à rendre le Stade des Alpes comme une forteresse comme on avait avec Innsberger. Hein. Tu parlais d'un public qui était exigeant. Honnêtement, sous Innsberger, on était quand même pas très, faisait pas des foutres de guerre en termes de jeu. On était juste beaucoup plus efficace et on faisait du football simple. Donc revenez aux bases. Repenser que le football, c'est juste 11 mecs qui tapent dans un ballon et jouer en équipe et jouer pour l'autre. C'est tout ce qu'il faut faire.
On est d'accord, et je passe un petit message personnel, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais j'ai vu un mec quand même qui a commenté, Meissaba, c'est niveau DH, mec, arrête le foot en fait. Enfin, il y a la Coupe du Monde de rugby qui va arriver, mais toi au rugby, je sais pas, mais Meissaba, niveau DH, effectivement, quand tu vois les qualités avec et sans ballon du joueur, des fois je lis des choses qui me font presque tomber de ma chaise. Bah, ce sera le message de fin. Merci beaucoup Flo pour ta présence, pour ton analyse et pour ton avis, même si tu m'as beaucoup déçu de vouloir la prolongation. Enfin, en tout cas, qu'on ne dise pas stop à Vincent Ognon tout de suite. J'avais l'impression que tu étais un peu plus véhément sur les réseaux sociaux, mais tu étais peut-être pas dans la mood Ognon out, ou alors tu as un peu changé d'avis entre-temps, je sais pas. Mais merci en tout cas pour ton analyse, toujours très 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 pertinente. Merci à ceux qui étaient présents dans le chat, bien évidemment. Merci à ceux qui laisseront des commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce tendu vers le haut si vous nous écoutez sur YouTube. Ça offre toujours beaucoup de visibilité à la vidéo. Et puis on se retrouve. Flo, tu seras au match demain ou pas possible pour toi d'être au Stade des Alpes, hein? Je sais pas du tout encore, ça va dépendre de si je boude toujours ou pas. Je boude le club en ce moment, donc je D'accord, verrai. c'est un choix politique en fait, ta non-présence sur les derniers matchs, hein. Un peu, ouais, c'est majoritairement un choix politique, ouais. On salue Yuri Kravé qui a fait des très bons débuts avec, parce que j'imagine qu'il y a un petit lien, hein, donc la relation de cause à effet me semble directe, hein. On salue Yuri Kravé qui a fait des très très bons débuts avec Manival en Coupe de France. Manival qui fait partie des Isérois toujours qualifiés mais qui ont un tour compliqué à l'extérieur chez une autre équipe de R2. De mémoire, je dirais le FC Lyon, mais j'ai un petit doute. Lui, je pense qu'il a retrouvé le plaisir, effectivement, le plaisir simple de jouer. Et quelque part, bah, pour rebondir sur ce que tu disais, bah, c'est ça, le plaisir simple en fait, c'est ce qu'on a envie de voir ce samedi au Stade des Alpes. Moi, je le répète, c'est très personnel, mais les résultats, je m'en fous. Si les mecs font un bon match, mouillent le maillot, voilà, après, t'as des faits de jeu, hein, tu vas peut-être tomber sur un arbitre qui va te refuser trois pénaltys évidents et te mettre deux rouges complètement aberrants, etc. Peu importe, faites-vous plaisir. Je pense que la suite découlera tout seul, en fait, de cette notion-là de plaisir, tout simplement, de procurer du plaisir aux gens aussi, parce qu'en étant heureux, bah, vous en procurez aux gens. Et demain, lâchez-vous contre camp, faites plaisir à votre public, qui pour le coup, on n'en a pas parlé, mais qui est la vraie belle surprise de cette saison, c'est les affluences. Alors Flo, je sais pas si tu suis un tout petit peu, je vais juste dire un mot sur ça pour conclure. On est quand même sur quasiment 1000 de plus que l'an dernier en moyenne, malgré des résultats, voilà, pas forcément toujours incroyables. Donc ça, c'est la vraie belle surprise. Il y a du monde qui vient au Stade des Alpes. Il y avait un peu plus de 5000 personnes contre, c'est pas fou, hein, mais par rapport à ce qu'on avait l'an passé, c'est mieux, contre le Paris FC. Donc, bah, si on veut garder ces gens-là et si on veut les récompenser d'être venus, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs les Grenoblois. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Merci encore. Flo, je te dis à très vite et je vous dis à tous à bientôt. Au revoir.